Bonsoir à tous et à toutes. Merci du coup d'être là pour cette troisième conférence du mois de l'optimisation. Pour celles et ceux qui n'ont pas assisté aux premières conférences, donc je rappelle que le mois de l'optimisation, c'est un cycle de 4 conférences qui ont lieu donc chaque mardi de novembre à 20h30 et qui sont données par des spécialistes de l'optimisation à destination d'un très large public. C'est la deuxième édition de cet événement, la première ayant eu lieu à Limoges en 2019. Et ces conférences ont donc pour objectif de populariser l'optimisation mathématique, informatique aujourd'hui auprès du grand public. Elles sont organisées dans le cadre du GDR Mathématiques de l'optimisation et application, donc qui est un groupe de recherche du CNRS qui regroupe des chercheurs et chercheuses de plusieurs universités. Et cette année, c'est l'IRMAR, l'Institut de recherche mathématique de Rennes, et l'INSA, École d'ingénieurs INSA de Rennes, qui organise ce cycle de conférences. Alors, je ne me suis pas présentée, donc je suis Rosane Texier-Picard, je suis enseignante-chercheuse à l'IRMAR et à l'École normale supérieure de Rennes. Et ce soir, je serai assistée de Aziz Belmiloudi, Mounir Hadou et Olivier Lay, qui sont également membres de l'IRMAR et enseignants-chercheurs à l'INSA de Rennes. Voilà, l'Académie de Rennes est associée à ce cycle de conférences. Il était prévu que des classes de lycée y assistent avec leurs professeurs, mais malheureusement, nous avons dû annuler toutes les rencontres en présentiel. Les exposés ont lieu en ligne uniquement. Ils sont enregistrés pour pouvoir être exploités par les professeurs dans leur classe, s'ils le souhaitent. Et si les conditions le permettent, des chercheurs et des doctorants pourront aussi intervenir dans les classes en lien avec ce cycle de conférences. Voilà, alors il est temps de passer à l'exposé de ce soir. Comme vous le voyez sur la diapo, vos micros et vos caméras sont coupés, vous ne pouvez pas les activer. Mais par contre, pendant toute la durée de l'exposé, vous pourrez poser vos questions à l'aide des questions-réponses, hein, donc le petit bouton qui est en bas de votre écran. Olivier, Mounir et Hadou y répondront s'ils le peuvent au cours de l'exposé ou sélectionneront quelques questions pour la fin de l'exposé. Et donc à la fin de la présentation de Claire Mathieu, vous pourrez aussi, si vous voulez poser une question, lever la main pour qu'on puisse activer votre micro et que vous puissiez poser vous-même votre question. Il ne sera peut-être pas possible de donner la parole à tout le monde et on vous prie de nous en excuser si c'est le cas. Je précise aussi que la session étant enregistrée en vue d'être diffusée, si vous activez votre micro pour poser une question, vous donnez implicitement aux organisateurs le droit de diffuser votre parole. Voilà, alors je termine avec quelques mots de présentation de Claire Mathieu. Donc, elle est directrice de recherche en informatique au CNRS, membre de l'Académie des sciences. Elle a occupé la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France en 2017-2018. Elle est spécialiste de la conception d'algorithmes pour trouver des solutions quasi optimales à des problèmes difficiles à résoudre exactement. Et elle intervient ce soir sur le thème « L'optimisation pour créer un système électoral ». Donc, je vais maintenant lui laisser la parole en vous souhaitant une très bonne soirée. Merci. Merci. Bonsoir et merci pour cette invitation. Je vais partager mon écran. Bien. Voilà. Alors, je voudrais vous parler de création de système électoral, un sujet qui m'intéresse depuis quelque temps et pour lequel l'optimisation peut offrir une approche intéressante, en particulier en suivant les travaux de Balinsky et de Mange. Alors, voilà. Supposez que vous êtes dans une classe, vous voulez élire les délégués de la classe. Donc, il y a deux délégués à élire si vous avez 30 élèves. Chaque élève vote pour 2 délégués. S'il y a 3 candidats, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le nombre de voix qu'a eu chacun. Et puis, dans l'exemple que j'ai représenté ici, Laura et Paolo seront élus et Radia ne sera pas élu.
Ce problème est relativement simple. En fait, en préparant cet exposé, je suis allée voir comment ça marchait exactement dans les détails et je me suis aperçue que les règles du droit administratif étaient ambiguës là-dessus, parce qu'on ne sait pas, c'est pas complètement clair lorsque vous élisez votre délégué s'il faut mettre un ou deux noms sur votre papier. Mais enfin, l'élection des délégués de classe, c'est un problème assez simple. Ce dont je veux parler ce soir, c'est d'un problème plus compliqué. Le problème de l'élection des députés. En France, vous avez 577 députés, quelques partis politiques, peut-être une petite dizaine, 47 millions d'électeurs, de personnes qui sont inscrites pour voter. Emmanuel Macron, lors de sa campagne présidentielle, a proposé une réforme du mode d'élection des députés. Il a proposé d'élire une partie des députés à la proportionnelle. Alors, comment se passe une élection à la proportionnelle? Donc, typiquement, dans une élection à la proportionnelle, on vote pour un parti politique. Le parti politique a une liste et ensuite, il reçoit un certain nombre de sièges et s'il a 5 sièges, il prend les 5 premiers sur sa liste sont élus. Comment savoir combien de sièges sont attribués à chaque parti? Eh bien, pour les élections à la proportionnelle, les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix. Prenons un exemple. Vous avez 100 sièges, une centaine de sièges à répartir et vous avez 2 partis, un parti vert et un parti rouge. Imaginez que le parti vert a exactement 51% des voix et le parti rouge exactement 49% des voix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'élire à la proportionnelle? Eh bien, ça veut dire que le parti vert aura exactement 51 sièges et le parti rouge exactement 49 sièges, 49 députés. Donc ça, c'est facile. Mais les choses se compliquent très vite. Que se passe-t-il si le parti vert obtient 50,3% des voix et le parti rouge 49,7% des voix? On ne peut pas élire 0,3 députés. Un député est soit élu, soit non élu. Donc, il faut choisir. Et donc, tout le problème, c'est de trouver des valeurs entières qui correspondent à peu près au désir des électeurs. Et donc ici, combien de sièges donneriez-vous à chaque parti? Eh bien, probablement que vous diriez 50 sièges pour le parti vert, 50 sièges pour le parti rouge. Cependant, peut-être que certains pourraient argumenter, dire que c'est plus juste de donner, disons, 51% pour le parti vert et 49% pour le parti rouge. Donc, et vous voyez bien que ça fait une grande différence pour les décisions qui seront prises ensuite par le Parlement. Et donc, c'est quelques voies pour lesquelles ce n'est pas complètement évident de comment faire. C'est là que se situe le problème des élections à la proportionnelle. La méthode que vous avez employée pour proposer 50-50, c'est d'arrondir à l'entier le plus proche. Imaginons maintenant qu'il y ait 3 partis. Donc, vous avez 100 sièges. Le parti vert a 33,4% des voix, le parti rouge 33,35% des voix et le parti noir 33,25% des voix. Que se passe-t-il si vous utilisez la même méthode? Donc, vous arrondissez à l'entier le plus proche, vous dites le parti vert aura 33 députés, le parti rouge aussi et le parti noir aussi. Ça ne fait que 99. Il reste donc un siège à attribuer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce siège supplémentaire? À qui va-t-on le donner? Eh bien, vous regardez ceci, vous me dites « Oh, c'est facile. On donne le siège restant au parti vert. » Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le plus grand pourcentage de voix entre les 3 partis. Alors, quelle est cette méthode? Prenons un exemple un peu plus difficile. Donc, voici encore une fois 3 partis avec 33,7%, 33,4% et 32,9%. Alors, par la méthode des arrondis, où vous prenez non pas l'entier le plus proche, mais l'entier par en dessous, la partie entière, la méthode d'arrondi à la partie entière donnerait 33
sièges au parti vert, 33 au rouge et 32 au noir. Et ça vous laisse 2 sièges à attribuer. 2 sièges. Comment attribuer ces 2 sièges? Eh bien, vous donnez un siège au parti noir, puisqu'il reste encore 0,9% des voix dont on n'a pas tenu compte, et un au parti vert, puisqu'il reste encore 0,7% des voix dont on n'a pas tenu compte. Et le parti rouge devrait se contenter de 33 sièges. Et donc, cette méthode que l'on vient d'esquisser, de construire, c'est une méthode très classique dans la théorie des élections. C'est ce qu'on appelle la méthode d'Hamilton. Donc, voici comment elle marche. Donc, on dit on a un certain nombre de sièges, disons 100. À partir du nombre de votes obtenus par chaque parti, on calcule la part idéale, la proportion idéale de sièges qu'il devrait obtenir. Donc, en proportion exacte, on obtient donc 33,7, 33,4, 32,9, des nombres qui ne sont pas entiers. Ensuite, à partir de là, il faut que vous décidiez un nombre entier. Et vous dites 33,7 est entre 33 et 34. Donc, le parti vert aura forcément entre 33 et 34 sièges. Le parti rouge aussi, et le parti noir entre 32 et 33. On commence par distribuer les sièges dont on est sûr, 33, 33, 32. Puis, on ordonne ce qui reste des voix des partis selon leur parti fractionnaire. Donc, il reste 0,9, 0,7 et 0,4. Et on donne les sièges qui restent dans cet ordre aux partis. Donc, ça, c'est la méthode d'Hamilton. Aux USA, la méthode d'Hamilton a été utilisée de 1852 à 1900. Pourquoi faire? Non pas pour des partis, mais pour décider combien chaque État a de représentants, de députés. Aux USA, il y a 435 députés et dans chaque État, le nombre de députés est, disons pour faire simple, proportionnel à la population de l'État. Et donc, vous avez actuellement, en 2019, le nombre de députés par État, c'était les nombres qui sont marqués à gauche. Ce nombre est très proche du nombre de grands électeurs dont on a entendu parler très récemment au sujet des élections présidentielles. Le nombre de grands électeurs d'un État, c'est le nombre de ses députés plus les sénateurs. Donc, par exemple, pour la Californie, 53 députés plus 2 sénateurs, ça fait 55. Donc, c'est très important d'avoir le bon nombre de députés pour chaque État. Et donc, la méthode d'Hamilton a été utilisée de 1852 à 1900, à peu près. Qui était cet inventeur, l'inventeur de cette méthode? Alexander Hamilton. Donc, un Américain qui vivait au moment de la guerre d'indépendance aux États-Unis, au XVIIIe siècle. C'est l'un des pères fondateurs de la Constitution des USA et il a été ministre du budget du premier président des États-Unis, George Washington. Et il est mort en duel contre un adversaire politique. Lors d'une campagne, il l'avait accusé d'avoir un comportement indigne et son adversaire s'est vexé et l'a convoqué en duel et voilà, il est mort en duel. Donc lui, c'était un ministre qui a proposé la méthode d'Hamilton lorsqu'ils ont fondé la Constitution pour décider combien chaque État des États-Unis pourrait avoir de députés, de représentants. Pourquoi s'est-on arrêté d'utiliser la méthode d'Hamilton? On s'est arrêté donc vers 1900. Le problème a surgi, les problèmes de cette façon de faire des élections à la proportionnelle ont surgi. Ils ont été vus, discernés. Celui qui s'en est rendu compte, c'est quelqu'un qui s'appelait Seaton. Seaton, c'était un inventeur. Il a inventé en particulier une machine pour aider au recensement. Il a aussi été dans l'armée, il a été soldat dans l'autre grande guerre aux États-Unis, la guerre civile, dans les années 1860. Et c'est lui qui était responsable du recensement aux USA en 1870 et en 1880. Tous les 10 ans, aux USA, il y avait un recensement. On mettait à jour la population de chaque État et on s'en servait pour mettre à jour le nombre de députés. Le recensement prenait un certain temps et donc il avait inventé cette machine, d'où sa charge. En 1880, ils ont envisagé
mais les Américains, de changer le nombre total de députés. Le changer pour quel nombre? Avant, il y en avait moins. Au départ, il y en avait juste une centaine. Il y en avait 200 et quelques dans le XIXe siècle. Et ils se sont dit combien devrait-il y avoir de députés? Alors, il a essayé entre 275 et 350. Donc, il a essayé tous les nombres de députés possibles. Donc, ils allaient un petit peu augmenter la taille de l'Assemblée. Il a regardé pour chaque possibilité ce que ça donnerait du point de vue du nombre d'élus pour chaque État, nombre de députés pour chaque État. Donc, à chaque fois, il regarde les nombres, les chiffres du recensement, il applique la méthode d'Hamilton et il conclut, il trouve le nombre de députés pour chaque État. Et là, surprise. Vous voyez sur la carte l'État de l'Alabama, un État du Sud, il est marqué en rouge. En assayant toutes les possibilités, Seaton s'est rendu compte que si la Chambre des députés est modifiée pour avoir 299 députés, alors l'Alabama aura 8 députés. Si on donne un député de plus à l'Assemblée, qui a 300 députés au lieu de 299, que se passe-t-il? L'Alabama n'obtient plus que 7 députés. 7 au lieu de 8. On donne plus de députés à la Chambre des députés, tout le reste est inchangé, et l'Alabama a moins de députés. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'Alabama. Alors, je vais montrer ce qui se passe sur un exemple, un petit exemple. Imaginons que nous ayons 3 États, A, B et C. Leur population, 6 habitants, 6 habitants, 2 habitants. Un exemple joué. Que se passe-t-il si nous voulons avoir 10 sièges, 10 députés? Alors, 10 députés, donc quel serait le nombre idéal de députés pour l'État A? Ce serait 4,286. Pareil pour l'État B. Et pour l'État C, un tiers de ça, 1,429. Total, 10 sièges, 10 députés. Alors, ça, c'est la part idéale. Alors, que se passe-t-il maintenant si, lorsqu'on applique la méthode d'Hamilton? Eh bien, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on donne 4 députés à A, 4 à B, 1 à C. On en est à 9. Il nous reste un siège à pourvoir. On regarde la partie fractionnaire. L'État qui a la partie fractionnaire la plus importante, c'est l'État C, 0,429 pour la partie fractionnaire. Donc, c'est lui qui a le député restant. Et donc, la méthode d'Hamilton donne 4 députés à A, 4 à B et 2 à C. Donc, voilà ce qui se passe. L'État C reçoit 2 députés s'il y a 10 sièges. Maintenant, imaginez qu'il y ait 11 sièges au lieu de 10. On refait le même calcul, on calcule la part idéale. Elle est un peu plus grande pour chacun des États. Pour les États A et B, au lieu de 4,2, ça va passer à 4,7, 4,714. Pour l'État C, ça va passer à 1,571. Et donc là, que se passe-t-il quand on utilise la méthode Hamilton? Première partie, 4 pour A, 4 pour B, 1 pour C, rien de changé. Maintenant, il nous reste 2 places à attribuer. Alors, regardons les parties fractionnaires, 0,714, 0,714, 0,571. Les 2 sièges supplémentaires vont être donnés, l'un à l'État A et l'autre à l'État B. Et donc, on se retrouve avec 5 places pour A, 5 places pour B et une seule place pour C. L'État C, le résultat de l'application de cette méthode, le résultat du fait qu'on ait donné un siège de plus, c'est que l'État C se retrouve avec un siège en moins à la fin. Et donc cela, c'est très désagréable pour l'Alabama. Ça semble très injuste. Et donc, c'est une propriété qui est qui est à éviter au maximum. Alors, comment ont-ils fait à l'époque? Comment a fait Seaton et comment ont fait les députés pour gérer ce problème? Eh bien, ils ont décidé de ne pas avoir ni 299 ni 300 députés. Ils ont décidé d'avoir 325 députés. Et comme ça, il y avait suffisamment de sièges pour que tout le monde soit content. Donc, voilà comment ils ont résolu ce problème à l'époque, donc vers 1880, 81, 82, le temps qu'ils fassent leurs calculs, qu'ils discutent, qu'ils décident comment résoudre le problème.
Et pourquoi? Donc, on a continué à utiliser la méthode d'Hamilton, mais donc on avait découvert ce problème. Donc, entre 1792 et 1880, il s'est passé presque un siècle avant qu'on se rende compte que la méthode était faillible, elle posait des problèmes de conception. Et puis, il s'est passé de nouveau un problème en l'année 1900. Donc, recensement tous les 10 ans, un recensement en 1890 et un recensement en 1900. Que s'est-il passé entre 1890 et 1900? Il y a 2 États qui sont entourés en rouge sur le dessin, l'État du Maine dans le nord-est, l'extrémité nord-est des États-Unis, et l'État de Virginie. Ces 2 États ont gagné, leur population a augmenté. Mais la population de l'État de Virginie a augmenté beaucoup plus vite que la population de l'État du Maine, 60% plus vite. Et pourtant, en 1900, quand on a appliqué la méthode d'Hamilton, le résultat, ça a été que le Maine a gagné un siège et la Virginie en a perdu un, alors que la population de la Virginie avait beaucoup plus augmenté. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la population. Sur ce, peu après, la méthode Hamilton a été abandonnée par les États-Unis. Ils ont utilisé d'autres techniques pour choisir leurs députés. Donc, c'est cette méthode qui est si naturelle quand on y réfléchit. C'est peut-être avec un petit peu de travail, c'est une méthode qui vient rapidement à l'esprit et elle est facile à comprendre. Eh bien, mais malgré tout, elle pose des difficultés de conception. Elle a vraiment des propriétés indésirables. Alors, c'est pourquoi l'une des méthodes en compétition avec la méthode d'Hamilton, c'est la méthode qu'on appelle la méthode de Jefferson. Avec cette méthode, il n'y a pas le paradoxe de la population et il n'y a pas le paradoxe de l'Alabama. Donc, elle évite les problèmes structurels de la méthode d'Hamilton. Alors, je vais montrer comment elle marche sur un exemple, le même exemple que tout à l'heure. Vous avez une centaine de sièges et vous avez 3 partis. Donc, il faut répartir ces sièges entre les 3 partis. Le parti vert a 33,7% des voix. Le parti rouge, 33,4% des voix. Le parti noir, 32,9% des voix. Même chose que tout à l'heure. Comment va-t-on faire? Tout à l'heure, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris la partie entière. Enfin, on avait arrondi. Normalement, c'est plutôt arrondir vers le bas. Puis, on avait utilisé la partie fractionnaire pour allouer les sièges restants. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débrouiller pour ne pas avoir de sièges restants. Et pour cela, comment va-t-on faire? Eh bien, on va prendre tous ces nombres et on va les multiplier, on va les grossir un petit peu. Ici, dans cet exemple, je les ai multipliés par 1,01. Donc, si je multiplie ces 3 nombres par 1,01, j'obtiens 34,037, 33,734 et 33,229. Et ensuite, je prends la partie entière. Donc, la partie entière, ça me fait 34 sièges pour le parti vert, 33 pour le rouge et 33 pour le noir. J'ai mal écrit, j'ai écrit 32, je voulais dire 33. 33 pour le noir. Et donc, au total, on arrive à 100. 34 plus 33 plus 33. Ça fait 100. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nombre magique 1,01? Eh bien, il est choisi exprès pour que, si on prend la partie entière, à la fin, on arrive à 100. Voilà, donc, c'est exactement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on essaye des nombres. On se dit, ah, si je multiplie par 2, ça fait trop. Si je multiplie par 1,5, ça fait trop. 1,2, ça fait trop. Puis, on essaie d'aller de plus en plus près de 1. Et puis, on dit, ah, si je multiplie par 1,02 ou 1,005, là, ça marche. Là, je vais avoir, au bout du compte, je vais avoir exactement le bon nombre de sièges. Donc, c'est ça, la méthode de Jefferson. C'est trouver un multiplicateur lambda, un certain nombre multiplicateur, x. On multiplie nos nombres de voix par ce x pour que lorsque ensuite on prend la partie entière, on tombe pile sur le bon nombre de sièges. Alors, vous voyez bien que là, s'il y a 2 états, s'il y a un état dont la population augmente,
il aura plus d'importance relativement aux autres et donc ça peut être que bon pour lui. Ce que vous voyez aussi, c'est que si on rajoute un siège, ce qui va se passer, si on dit on n'a pas 100 sièges, on en a 101, eh bien, au lieu de multiplier par 1,01, peut-être qu'on va multiplier par 1,02. Donc, on va augmenter un petit peu plus. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un parti qui va gagner un siège en plus, mais personne ne va perdre de siège. Donc, vous pouvez voir tout de suite, c'est facile à démontrer, que le paradoxe de l'Alabama est évité par cette méthode. Donc, elle a un avantage structurel. Qui était Thomas Jefferson? Thomas Jefferson, alors j'ai commencé à regarder sa biographie et puis je me suis aperçue qu'en fait, ce n'était pas la peine parce qu'il l'a faite lui-même. Il a fait un résumé en 3 lignes de sa vie, à savoir, là sur la photo, vous voyez sa tombe, l'obélisque qui est sur sa tombe. Sur l'obélisque, il y a son épitaphe qui est écrite et elle avait été composée par lui-même à l'avance en prévision de son décès. Et voici ce qu'il a dit de lui-même. Donc voici sa biographie en 3 lignes. Auteur de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc lui aussi a vécu au XVIIIe siècle. Auteur de la loi sur la liberté religieuse en Virginie. Fondateur de l'Université de Virginie. Et c'est lui aussi qui a proposé la méthode de Jefferson qui a été utilisée pour allouer les sièges, les représentants aux États-Unis. En fait, qu'est-ce qui se passe si on compare ces deux méthodes, celle d'Hamilton et celle de Jefferson? Donc, en fait, ces méthodes ont été discutées au début des États-Unis. En 1790, il y a eu le premier recensement. Et c'est là qu'il fallait décider comment faire pour allouer les députés entre les États pour la première fois, le début d'un nouvel État. Et c'est là que les députés temporaires avaient décidé que désormais les députés seraient répartis entre les États selon la méthode d'Hamilton. Mais le premier président des USA, George Washington, a refusé de signer la règle d'Hamilton que la Chambre avait décidée. Il a discuté avec les membres de son cabinet, il a réfléchi aux problèmes, à des problèmes mathématiques et il a posé son veto sur cette méthode. Ça a été le premier veto présidentiel de l'histoire des États-Unis et de l'histoire, je crois. Et en tout, je crois que dans l'histoire des États-Unis, il n'y a eu que 2 fois que 2 vétos présidentiels, donc là, c'était l'un des 2. Il a refusé la méthode d'Hamilton. Mais pas pour les raisons que j'ai dites, pas à cause du paradoxe de l'Alabama, pas à cause du paradoxe des populations. Ici, vous voyez sa lettre aux représentants expliquant pourquoi, quelles sont ses objections, pourquoi il n'accepte pas la méthode. Et les objections principales, c'était que cette méthode n'était pas cohérente avec les autres règles que les députés avaient choisies pour choisir les représentants. Donc, ils avaient posé des règles, ils avaient posé un premier nombre de députés par État, et en fait, ça ne correspondait pas. Donc, il a mis son veto, refusé. Et ensuite, quoi s'est-il passé? 10 jours après, il y a eu un vote pour la méthode de Jefferson, qui a été utilisée tout de suite, à partir de cet instant-là, en 1792, jusqu'à 1832. Donc, au début des États-Unis, réflexion sur comment faire pour faire des élections à la proportionnelle, puis vote pour la méthode d'Hamilton, veto de George Washington, vote pour la méthode de Jefferson, et la méthode de Jefferson a été utilisée aux États-Unis de 1792 jusqu'à 1832. Il se trouve par une coïncidence heureuse que la méthode de Jefferson donne un siège en plus à l'État de Virginie, plutôt que la méthode d'Hamilton. Donc, les habitants de l'État dont Jefferson était originaire ont bénéficié de ce petit boost initial à leur représentativité. Donc, voilà l'histoire du début des règles électorales.
Alors, la méthode de Jefferson, donc je vous ai dit, elle évite le paradoxe de l'Alabama, elle évite le paradoxe des populations, mais elle n'est pas parfaite. Eh bien, voici un exemple où cette méthode vous pose quelques problèmes. Donc, imaginez que vous ayez 6 États, A, B, C, D, E, F, et vous avez 250 sièges à répartir entre ces 6 États. Combien de sièges donner à chaque État? Donc, vous regardez la population de chaque État. Donc, initialement, j'avais parlé de vote. Ici, c'est les populations. La population totale, c'est 12 500. Pour qu'il y ait 250 députés, idéalement, vous prenez chaque population, vous la multipliez par 250 sur 12 500, donc 1646 fois 250 sur 12 500, ça fait 32,92. Donc, idéalement, l'État A devrait avoir 32,92 députés, l'État B 138,72, etc., etc. Bien. Vous allez les multiplier par un certain x. Donc ici, il se trouve que x égale 1,01 va encore marcher. Alors c'est le même x que tout à l'heure, mais ça c'est un pur hasard. Il n'y a pas de raison. Donc si je multiplie par 1,01, donc 32,92 fois 1,01, ça me fait 33,2492, etc. Pareil pour tous les autres. Et ensuite, je prends la partie entière. Donc j'obtiens 33 sièges pour A, 140 pour B, 3 pour C, 42 pour D, 13 pour E, 19 pour F. Et comme j'ai bien choisi soigneusement mon 1,01, quand je fais la somme de tout ça, je tombe pile sur 250, le nombre de sièges à répartir entre les États. Donc cette méthode, elle a très bien marché, elle m'a bien donné une répartition proportionnelle des sièges entre les États, sauf que si vous regardez les cases que j'ai mises en rouge, l'État B, dans l'idéal, devrait avoir 138,72 députés. Donc, on s'attendrait à ce qu'il ait ou bien 138 ou bien 139 députés. C'est ce qui semblerait logique, qu'il ait quelque chose le plus proche possible de la part idéale. Et en fait, il se retrouve avec 140. Donc, la méthode de Jefferson dévie de cette quantité idéale qu'on aimerait avoir pour chaque État. Donc, on aimerait que l'État A ait entre 32 et 33 députés, l'État B entre 138 et 139, l'État C entre 3 et 4, etc., etc. Et là, la méthode de Jefferson ne permet pas d'avoir cette propriété. Donc, elle dévie du nombre idéal, fractionnaire, non entier, de députés par État. Alors, que faire? Peut-on modifier la méthode de Jefferson? Il y a des variantes. Il y a la méthode d'Adams, il y a d'autres méthodes. Quelques variantes, mais... Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, donc comment avaient fait les fondateurs des États-Unis? Ils ont proposé des méthodes et ils en ont discuté. Et donc, ils ont commencé par une méthode, disons la méthode d'Hamilton, par exemple, une méthode de bon sens. Mais il y a eu des problèmes, paradoxe de l'Alabama, paradoxe des populations. Donc, en fait, l'approche axiomatique de la théorie des élections, c'est, au lieu de commencer par choisir une méthode de bon sens, commencer par faire une liste de propriétés de bon sens, ce qu'on souhaiterait avoir, et ensuite chercher une méthode qui les satisfait. Par exemple, la propriété de l'Alabama, ce serait, enfin anti-paradoxe de l'Alabama, ce serait, lorsqu'on rajoute un siège en plus, aucun État ne peut perdre de siège. Donc, si la Chambre des représentants a un siège en plus, aucun État ne doit, comme résultat, en conséquence, perdre des sièges. La propriété des populations, c'est si on modifie deux populations, si la population d'un État augmente, ça ne devrait que augmenter le nombre de sièges qu'il va avoir. Ou s'il y a un qui augmente plus que l'autre, il devrait avoir plus de sièges. Ça ne devrait pas faire qu'il perde de sièges par rapport à l'autre. Et la propriété des quotas, qui est celle que je viens de d'énoncer,
Si la part idéale est entre 32 et 33, 32,75, 32,2, alors le nombre de députés obtenus devrait être entre 32 et 33. Soit 32, soit 33, l'un ou l'autre. Donc ici, comme je sais que j'étais censée être à Rennes, puisque ce mois de l'optimisation il a lieu à Rennes, ben, j'ai mis quelques députés de Bretagne. Donc voilà, quelques-uns de vos députés. Eh bien, la méthode axiomatique, elle arrive à un résultat d'impossibilité. Ce résultat est relativement récent, il date de 1982. Donc vous voyez, il a fallu presque 2 siècles entre le début de la théorie des élections par les fondateurs des États-Unis et ce résultat d'impossibilité. Dû à Balinski et Jung, il n'existe pas de méthode qui satisfasse la propriété des quotas et qui évite les paradoxes de l'Alabama et des populations. Ça n'est pas possible. On peut poser des axiomes. On peut dire aussi, alors ce que je n'ai pas mis ici explicitement, c'est que la méthode doit tenir compte uniquement des populations. Elle ne doit pas tenir compte d'autres informations annexes. Donc une méthode qui prendrait en entrée les populations de chaque État et le nombre de sièges et qui déciderait combien de sièges donner, combien de députés donner à chaque État. Si on veut une méthode qui satisfait les quotas, qui évite le paradoxe de l'Alabama et qui évite le paradoxe des populations, impossible. Donc on est obligé de choisir, il n'y a pas de méthode parfaite. Et c'est pour ça que depuis 2 siècles et demi, tous les États ont des méthodes légèrement différentes les unes des autres. Il y a des variantes, il y a des exceptions, il y a des cas particuliers, il y a toute une famille de méthodes parce qu'il n'y a pas de méthode parfaite. Et selon les circonstances, le lieu dans lequel les élections ont lieu, eh bien, l'une ou l'autre des méthodes peut être préférable. C'est-à-dire, les défauts sont moins importants dans certaines situations que dans d'autres. En France, je crois que ce sont les conseils municipaux qui sont élus à la proportionnelle en utilisant la méthode de Jefferson, il me semble. Alors, passons à un problème beaucoup plus compliqué, celui des élections biproportionnelles. Imaginez que vous ayez un Parlement avec 20 sièges. Vous avez 20 députés à nommer. Élection par parti, vous avez 3 partis et 3 régions. Imaginez. Et vous vous demandez combien de sièges donner à chaque parti dans chaque région. Imaginez que, par exemple, dans la première région, la région 1, les candidats du parti A ont eu en tout 123 voix. Dans la région 2, les candidats du parti A de la région 2, les candidats locaux, ont eu en tout 45 voix. Dans la région 3, les candidats du parti A ont eu 815 voix, et ainsi de suite. Alors, à la fin, donc voilà les votes, l'ensemble des votes. Vous regardez cet ensemble de votes et vous vous dites combien de sièges devrais-je donner dans chaque région. Donc, si je prends la région 1, combien doit-elle avoir de sièges pour le parti A, pour le parti B, pour le parti C. Donc, vous avez 9 chiffres, 9 nombres à trouver, qui soient autant que possible proportionnels à ces 9 quantités ici. Voici une méthode possible pour résoudre ce problème biproportionnel. D'abord, vous vous dites, eh bien, les partis devraient être représentés proportionnellement au nombre total de leurs votes. Donc, vous calculez le nombre total de votes pour les candidats du parti A sur les 3 régions, 123 plus 45 plus 815, ça fait 983. Vous calculez la même chose pour le parti B, pour le parti C, 2040, 782. En tout, il y a eu 3805 votants. Et vous vous dites, déjà, il faudrait que les sièges soient répartis entre les partis de façon proportionnelle au nombre de votes pour les partis. Donc, vous utilisez une méthode proportionnelle et vous dites, voilà, parti A, parti B et parti C, étant donné les votes, ça va me donner
une certaine répartition des 20 sièges. 5 pour le parti A, 11 pour le parti B, 4 pour le parti C, total 20. Bien. Maintenant, les 5 sièges du parti A, à quelle région les donner? Est-ce qu'il faut les donner au candidat du parti A de la région 1 ou de la région 2 ou de la région 3? Même chose pour le parti B, même chose pour le parti C. Eh bien, clairement, les régions veulent avoir aussi chacune le bon nombre de députés. Et donc, il faut également utiliser la méthode proportionnelle pour les régions. Donc, pour chaque région, vous regardez combien il y a eu de votes, combien il y a eu de votants. Région 1, 123 votes pour le parti A, 912 pour le parti B, 312 pour le parti C. 123 plus 912 plus 312 égale 1347. La région 1 a eu 1347 votants. La région 2, 1014. La région 3, 1444. Eh bien, ces régions, il semble logique de répartir les 20 sièges entre les régions de façon proportionnelle au nombre de votants. Et donc, on applique de nouveau la méthode proportionnelle dont nous avons discuté pendant les 40 minutes précédentes pour calculer le nombre de sièges. 7 sièges pour la région 1, 5 pour la région 2 et 8 pour la région 3. Total, 7 plus 5 plus 8, ça fait 20. Donc, en appliquant la méthode, votre méthode proportionnelle préférée. Alors là, est-ce qu'on a fini? Mais non, on n'a pas fini. Là, on a un problème. On a un problème puisque maintenant, ce que nous avons, c'est que nous avons une matrice avec 9 entrées. Pour chacun des 3 partis, pour chacune des 3 régions, on a le nombre de votants. Et puis, on sait combien on veut avoir de sièges pour le parti A, pour le parti B, pour le parti C, pour la région 1, pour la région 2, pour la région 3. Autrement dit, pour chaque ligne et pour chaque colonne. Que faire avec cela? Eh bien, voici ce qu'on a, c'est qu'on a les sommes de chaque ligne, nombre de sièges pour chaque partie, c'est-à-dire le total du nombre de sièges de la première ligne. On a le nombre de sièges pour chaque région, c'est-à-dire pour chaque colonne. On a la somme du nombre de sièges à donner à chaque partie de cette région, la somme de la colonne. Et maintenant, ce qu'on veut trouver, c'est ces inconnus. Combien de sièges pour chaque partie dans chaque région, les 9 inconnus. Voici une solution qui peut vous permettre, qui vous permet de résoudre ce problème. Alors, donc pour chaque région, vous pouvez modifier les votes en les multipliant pour avoir le bon nombre de sièges par région lorsque vous utilisez la proportionnelle. Donc vous savez que multiplier par 1,01 ou 1,02 ou 1,03. Ensuite, vous avez, pour chaque ligne, vous avez ce qui pourrait convenir. Et ensuite, vous regardez, pour chaque colonne, pardon. Ensuite, pour chaque partie, donc ça a modifié le nombre de votes. Le nombre de votes est devenu donc des valeurs multipliées par un certain lambda. Lambda 1, lambda 2. Ensuite, pour chaque partie, vous pouvez modifier les votes en les multipliant pour obtenir le bon nombre de sièges pour chaque partie par la proportionnelle. Donc, multiplié par mu. Et ensuite, vous revenez aux lignes, puis à la colonne, puis aux lignes. Et vous itérez les lignes par ligne et par colonne. Et à chaque fois, les multiplicateurs sont légèrement modifiés jusqu'à ce que les totaux pour chaque partie et pour chaque région soient corrects. Et donc, quand vous appliquez ça à l'exemple que je vous ai donné, là, des 3 régions, 3 parties, ce que vous obtenez, c'est que donc vous allez avoir 5 sièges pour le parti A, répartis en 1 dans la région 1, 4 dans la région 3. 11 sièges pour le parti B, répartis en 4, 4 et 3. 4 pour le parti C, répartis en 2, 1 et 1. Et quand vous regardez région par région, la région 1 a 1 plus 4 plus 2, 7 places, 7 sièges, c'est bien ce qu'il faut. La région 2, 0 plus 4 plus 1, 5. Et la région 3, 4 plus 3 plus 1, 8. C'est bien ce qu'il faut. Ça vous donne une répartition des sièges pour chaque partie et pour chaque région qui est proportionnelle
à la fois pour les lignes et pour les colonnes, qui est biproportionnel et qui vous donne bien le total de 20 à la fin, comme vous le souhaitiez. Et donc, cette méthode, d'où vient-elle? Eh bien, c'est une méthode issue de l'optimisation. Parce qu'en fait, il s'agit de satisfaire les conditions, une pour chaque partie et une pour chaque région. Donc, vous aviez ces 6 conditions, et puis vous vouliez trouver les bons multiplicateurs pour ce que ça donne quand on applique la méthode à la proportionnelle, on trouve exactement le bon résultat à la fin. Et cela, il se trouve que cela revient à résoudre un problème, ce qu'on appelle un programme convexe. Et cette méthode, c'est simplement, la méthode par itération, c'est en fait simplement une sorte de méthode gloutonne qui essaie pas à pas d'avoir une solution qui est le plus proche possible de la bonne solution. Et on sait, par des théorèmes de mathématiques, d'optimisation, qu'à la fin, on arrive effectivement à trouver la bonne solution. Alors tout ça, ça peut sembler un petit peu théorique, sauf que en fait, tout récemment, il y a eu une réforme constitutionnelle au Chili. Donc là, j'ai recopié un article que j'ai trouvé sur les news il y a quelques semaines. Référendum pour une nouvelle constitution au Chili. La société est amenée à se repenser. Donc il s'agit d'un référendum pour la refonte de la constitution au Chili. Là, la manif avait lieu le 25 septembre et le scrutin donc, de ce référendum, il a été reporté à cause de la pandémie de coronavirus, mais il a eu lieu le 25 octobre 2020, c'est-à-dire il y a juste quelques semaines, là, il n'y a même pas un mois. De quoi s'agissait-il? Donc il y avait 2 questions. La première, c'était voulez-vous une nouvelle constitution? Et la deuxième, c'était sur le mode des élections, le scrutin électoral. Et quel était le souci pour ce scrutin électoral? C'est un souci de parité. Donc, ce qui va se passer, de façon, si on simplifie un petit peu, c'est que nous avons des partis, les partis ont des candidats, les gens votent pour les candidats, et puis ces candidats, il y a des hommes, il y a des femmes. Et ce qu'on voudrait à la fin, c'est que la Chambre des députés ait exactement le même nombre d'hommes que de femmes. Et en France, en général, quand on essaie d'introduire de la parité, on dit au moins 40%, entre 40 et 60% de chaque genre. Là, c'était une condition d'avoir exactement 50-50. C'est-à-dire, en fait, si le nombre total est impair, c'est à un près. Et donc là, donc ce qu'on veut, c'est que pour les partis, ce soit proportionnel, et pour le genre, ce soit la parité. Donc attention, là, ce n'est pas biproportionnel. Il ne faut pas que ce soit proportionnel pour les partis et proportionnel pour le genre, parce que sinon, s'il y avait par exemple 80% des votes qui étaient pour des femmes et 20% pour des hommes, on se retrouverait avec une Chambre des députés qui aurait 80%, qui risquerait d'avoir environ 80% de femmes et 20% d'hommes. Non, ce n'est pas ça qu'on veut. Quelle que soit la répartition des votes entre les hommes et les femmes, on veut avoir 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc ça, c'est une condition tout à fait différente. C'est un axiome de parité entre hommes et femmes. Et en fait, qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le plus juste? Est-ce que c'est plus juste d'avoir proportionnel ou est-ce que c'est plus juste d'avoir la parité? Eh bien ça, c'est un choix de société. En fait, ce n'est pas une question mathématique. On ne peut pas répondre à cette question avec des maths. Et c'est pour ça que pour répondre à cette question, il faut un référendum. C'est vraiment à la société de décider quelles conditions elle veut imposer sur ces règles électorales. Alors, prenons l'exemple ici qui est esquissé. Donc, vous avez par exemple pour le premier parti, vous aviez une suite, vous aviez tout un ensemble de candidats. Le premier candidat homme a eu 53 voix, un autre candidat homme a eu 45 voix, etc. Puis il y avait des femmes, une candidate femme qui a eu 12 voix, une autre candidate qui a eu 18 voix, etc.
Dans le parti 2, peut-être qu'il y a eu des candidats hommes qui ont eu l'un 75 voix, l'autre 85, l'autre 13, et les femmes, l'une 157, etc., etc. On prend tous ces nombres, ça fait un ensemble de nombres assez important, puisque là, vous avez les gens votent pour des candidats individuels, donc ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup de candidats. Et maintenant, comment faire pour satisfaire les règles proportionnelles pour les partis et parité pour les femmes? Je vais vous donner la version simplifiée de la solution qui est en train d'être choisie par le Chili. Alors, d'abord, on s'intéresse aux partis. On dit combien faut-il de sièges, combien donner de sièges à chaque parti. Pour calculer ce nombre, ça se fait par la méthode proportionnelle. Donc, les méthodes, le type de méthode que nous avons vu dans la première partie de l'exposé. Ensuite, donc on va faire, là, on ne tient pas compte du genre des candidats. En fait, même on regarde le nombre agrégé de votes, le parti 1, combien a-t-il reçu de votes? 53, plus 45, plus 12, plus 18, plus etc. On fait le total. On voit le nombre total de votes pour les candidats du parti 1. Pareil pour le parti 2, pareil pour le parti 3, et on utilise la méthode proportionnelle. Ça nous donne le nombre de sièges à donner au parti 1, au parti 2 et au parti 3. Deuxième étape, on va allouer ces sièges aux candidats et on le fait sans tenir compte du genre des candidats. Donc, on va dire le parti 1, peut-être qu'il peut avoir, peut-être qu'il a droit à 2 sièges. On va donner ces 2 sièges aux 2 candidats du parti 1 qui ont eu le plus de voix. Il se trouve que ce sont tous les 2 des hommes. Après, le parti 2, peut-être qu'il a droit à 2 sièges. Donc là, pareil, on va le donner aux 2 candidats du parti 2 qui ont le plus de voix. Donc là, ça fera une femme et un homme. Et le parti 3, peut-être s'il a un seul siège, on va donner à un homme. Puis après, on regarde le résultat et on passe à l'étape 3. On dit, regardons le résultat, combien avons-nous élus d'hommes et combien de femmes? Avec ce que j'ai suggéré, nous aurions élu 4 hommes et 2 femmes. On n'a pas la parité. Il y a un homme en trop. Et donc là, que fait-on? Puisqu'on a un homme en trop, eh bien, on va faire une étape de correction, une étape itérative qui va être, on va regarder, donc il y a un homme en trop. Donc on va prendre un homme, on va le retirer. Quel homme est-ce qu'on retire? Celui qui a eu le moins de voix. Donc on l'enlève, il n'est plus élu en fait, et on le remplace par qui? On le remplace par une femme du même parti. Et donc comment est-ce qu'on a choisi cette femme? On choisit celle qui a eu le plus de voix parmi les femmes qui n'ont pas été élues. Voilà, donc ça permet de préserver le nombre de sièges de chaque parti et de corriger un petit peu, remplacer un homme par une femme, de se rapprocher de la parité. Et on répète ça, on recommence jusqu'à avoir parité, jusqu'à ce que le nombre d'hommes soit égal au nombre de femmes ou au nombre de femmes plus ou moins 1, à 1 près. Donc voilà la méthode qui est proposée. Cette méthode, elle a beaucoup d'avantages. Déjà, elle est proportionnelle. Ensuite, elle est simple, elle est intuitive. Donc ça, c'est une condition très importante pour les méthodes de vote. Il faut qu'elles soient acceptées par les citoyens et pour ça, il faut que les gens puissent comprendre la méthode. Donc, c'est une méthode de bon sens et qui peut être comprise. Alors malheureusement, elle souffre de défauts du genre du paradoxe de l'Alabama. Donc lorsque vous lisiez sur certains exemples un petit peu malchanceux, disons, vous pouvez avoir des phénomènes indésirables. À côté de ça, il est possible d'adapter la méthode biproportionnelle de Balinski et Jung pour ce cadre, et ça peut fournir une alternative qui est malheureusement beaucoup moins simple, moins intuitive, mais qui permet d'avoir plus de propriétés, qui permet d'éviter certains paradoxes, entre guillemets, effets indésirables. Il y a un dernier petit point sur cette méthode. En plus, il se peut qu'il n'y ait pas assez de candidats. Les listes de candidats, elles sont finies. Imaginez qu'on dise il faut enlever
un homme du parti 1 et de remplacer par une femme du parti 1. Puis il n'y a plus de femmes du parti 1. On a terminé les femmes. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver, on cherche un parti qui ressemble au parti 1, donc qui est dans l'échiquier politique, qui est proche du parti 1. Donc il y a des complications en plus, mais la version simple, la version mathématiquement plus pure de la méthode, c'est la version que je vous présente ici. Alors, en conclusion, je dirais que ce sujet est un sujet qui mélange les mathématiques, la politique, et c'est un sujet qui est au centre de ce qu'on appelle la théorie du choix social. Ce qu'on peut voir ici, c'est que les mathématiques sont utiles en sciences politiques. Ça a été précieux dans la conception de ces méthodes que les pères fondateurs aux États-Unis soient des scientifiques. Ça a été très utile que Seyton, dans les années 1860, soit un inventeur, un scientifique. Donc en fait, ces problèmes, ce sont des problèmes apparemment élémentaires. Les solutions sont apparemment, on peut y arriver simplement avec du bon sens naturel. Et pourtant, il y a des difficultés qui sont cachées sous les problèmes, et les solutions qui semblent des bonnes solutions, en fait, elles ne sont pas si bonnes que ça. Et si on n'y réfléchit pas du point de vue systématique, il peut se passer longtemps avant qu'on s'en aperçoive. Alors, pour pouvoir prévoir à l'avance les difficultés qui pourraient survenir au bout d'un certain nombre d'années sur le mode électoral, eh bien, ce que ceci nous indique, c'est qu'il faut qu'il y ait en amont, il est important qu'il y ait une discussion entre la sphère politique et la sphère des scientifiques. Je pense que toutes les difficultés qu'on a vues tout récemment lors des élections présidentielles aux États-Unis, peut-être que ça aurait été beaucoup plus lisse s'il y avait eu en amont une harmonisation sur les méthodes de calcul et d'élection dans les États grâce à un dialogue avec des scientifiques. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie.